Je vous remercie. Alors, pour parler du droit OHADA à étendre à la propriété intellectuelle, avec Aline, nous nous sommes permis de rajouter un point d'interrogation sur le titre de notre intervention, parce que nous serions ravis aussi d'avoir les arguments des uns et des autres, les appréciations d'autres spécialistes dans la salle. Pour répondre à votre question, donc tout le monde connaît les 17 États membres de l'OHADA. Alors j'ai présenté cette carte pour pouvoir la comparer avec les autres États qui ont signé une convention commune en propriété intellectuelle. Et lorsque l'on compare cette carte avec la carte des pays membres de l'OHADA, eh bien, on se rend compte qu'en fait, sur la carte des États ayant signé une convention commune sur la propriété intellectuelle, on voit le continent africain qui est divisé en deux. Le continent africain est divisé entre les États francophones et les États anglophones, ce qui veut dire qu'il y a deux conventions africaines sur la propriété intellectuelle. Donc vous avez l'OAPI, donc l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui regroupe les États francophones de l'Afrique, et de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, qui regroupe 17 États. Et vous avez l'ARIPO, donc African Regional Intellectual Property Organization, qui regroupe les États anglophones de l'Afrique. Alors, concernant le système ARIPO, donc c'est un système qui comprend en réalité 4 protocoles relatifs à la protection de la propriété intellectuelle. Donc, vous avez le protocole d'Harare relatif au brevet. Vous avez le protocole de Swakopmund relatif à la protection des savoirs traditionnels et des expressions du folklore. Vous avez le protocole d'Arusha relatif à la protection des nouvelles variétés de plantes. Et vous avez le protocole de Banjul sur les marques. Donc, autre problème des États membres de l'ARIPO, c'est que tous les pays membres de l'ARIPO n'ont pas adhéré à ces protocoles. Donc, ce qui fait que pour simplifier dans un premier temps les premières réflexions sur l'extension de l'OHADA à la propriété intellectuelle, Aline et moi pensons que nous pouvons d'abord essayer d'étendre ce droit des affaires, pourquoi pas d'abord à l'OAPI. Pourquoi ? Parce que les États membres de l'OHADA sont aussi membres de l'OAPI et inversement, certains membres de l'OAPI sont membres de l'OHADA. À 2 exceptions près, donc c'est pour ça que nous avons mis les 2 cartes côte à côte. Comme vous le remarquerez, la Mauritanie a signé la convention OAPI, mais n'est pas membre de l'OHADA. La RDC, la République démocratique du Congo, est membre de l'OHADA, mais n'a pas signé la convention OAPI. Donc, c'est ce qui va poser problème en réalité. C'est cette cartographie de cartographie comparée entre les membres de l'OHADA et les membres de l'OAPI. Néanmoins, la discussion peut avancer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un accord de coopération entre l'OAPI et l'OHADA. Donc cet accord de coopération a été signé le 9 mai 2016 à Yaoundé. Alors l'objectif de cet accord, et je cite les termes de l'accord, l'objectif est de souligner la complémentarité des actions des 2 organisations sœurs, la quasi-identité des États membres des 2 organisations, quasi-identité puisqu'encore une fois, il y a 2 exceptions, c'est la Mauritanie et la RDC. Donc la quasi-identité des États membres des 2 organisations, l'imbrication du droit de la propriété intellectuelle et du droit des affaires OHADA, l'identité de la méthode d'intégration en usage dans les 2 organisations ont été présentés comme autant de facteurs militants pour une rationalisation des interventions et une coopération accrue. Fin de citation. Alors, j'annonce un petit peu notre plan puisque je parlerai de l'extension possible en quelques secondes simplement et puis je donnerai ensuite la parole à ma collègue Aline. Donc voilà, en fait, moi, mon problème, c'est cette extension territoriale qui va avoir un impact sur le droit matériel. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, c'est pour ça que j'ouvre la discussion avec la salle tout à l'heure, est-ce qu'on peut envisager
une adhésion prochaine de la RDC à l'OAPI? Est-ce que la Mauritanie envisage d'intégrer l'OHADA? En fait, ce sont les deux questions qui vont avoir une influence sur l'extension du droit OHADA à l'OAPI. Et dernier point, les avantages, puisque soyons optimistes, il y a des avantages à l'extension du droit OHADA à l'OAPI, puisque l'objectif de l'OAPI, c'est d'uniformiser le droit de la propriété intellectuelle par une centralisation des procédures d'obtention des titres de propriété intellectuelle et une harmonisation de la propriété littéraire et artistique. Donc ça, c'est déjà l'objectif affirmé et assumé de l'OAPI. Et en cas de conflit de loi né des insuffisances, puisque Sandrine tout à l'heure avait parlé de l'implication des droits internes, en cas de conflit de loi né des insuffisances du droit matériel OAPI, eh bien, ces conflits peuvent être résolus sur le terrain du droit OHADA. Voilà. Touche positive sur les difficultés. Et c'est important parce que je suis sûr que Aline aura, pour sa part, quelques commentaires à nous partager sur les difficultés pratiques, ou en tout cas les possibles obstacles auxquels cette extension pourrait être confrontée. Bonjour à tous, merci de m'avoir passé la parole. Donc, à la suite de Yoni, on a plutôt une vision optimiste de l'ensemble. Néanmoins, si je fais un état des lieux de la situation actuelle de l'OAPI comme espace de protection de la propriété intellectuelle, l'espace qui nous intéresse, puisque, comme le dit Yoni, la RIPO n'est pas tellement concernée par l'OHADA. L'ensemble des pays membres de la RIPO ne sont pas membres de l'OHADA, donc nous nous concentrons sur l'OAPI. Alors, la situation actuelle de la protection de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI a pour objectif l'uniformisation de la propriété industrielle avec une centralisation de l'obtention d'un titre de propriété donc industrielle auprès de l'organisation à Yaoundé, donc un titre de propriété industrielle et une harmonisation dans une sorte de socle droit matériel minimum pour la propriété littéraire et artistique, puisqu'il y a des droits, des législations nationales qui existent dans le champ de la propriété littéraire et artistique qui régissent et qui prévoient de l'organisation autour, ou du moins de l'organisation de l'appropriation, de la mise en œuvre du droit d'auteur notamment et des droits voisins. Alors, la situation actuelle de l'OAPI en tant qu'espace de protection pose déjà des problèmes, donc je préfère faire un état des lieux. Donc, aujourd'hui, nous avons donc un problème au niveau de la mise en œuvre du droit au sein de l'espace OAPI, puisque quand on obtient un droit, l'idée, c'est de le mettre en œuvre. Et la question, je vais donc vous présenter un peu la situation et me poser la question de savoir si l'OHADA peut aider donc à corriger certains aspects. Donc, au niveau donc de la mise en œuvre de la protection au sein de l'OAPI aujourd'hui, nous avons un problème lié surtout à l'harmonisation de la jurisprudence. Et elle vient de l'évoquer tout à l'heure avec ces problématiques autour des procédures qui sont un peu propres à chaque État, avec une jurisprudence qui est tatillonne, qui est parfois se contredit, donc un problème d'harmonisation. Nous avons aussi un problème relatif à l'exécution des décisions. Parce que la sécurité judiciaire de l'espace, c'est-à-dire du titre qu'on obtient dans la lorsqu'on le met en œuvre, pose un problème. On n'a pas de juridiction commune qui puisse répondre sur le plan judiciaire aux problèmes. Ça crée, la conséquence, c'est qu'on a donc des décisions nationales, et ces décisions nationales étant différentes font que pour une efficacité, par exemple, du droit, si, par exemple, je demande une nullité, je fais une action en nullité du titre devant les juridictions camerounaises, cette action en nullité du titre
va pouvoir avoir du sens, puisque dès qu'elle est devenue, la décision est devenue définitive, je me rends devant à l'OAPI pour pouvoir annuler le titre qui fait l'objet du conflit. Là, ça a l'air simple. Mais dès lors qu'on a plusieurs, par exemple, contrefacteurs dans l'action en contrefaçon, on a plusieurs contrefacteurs dans plusieurs pays membres de l'OAPI. La difficulté est de choisir où est-ce que j'attaque. Donc, je vais aller devant une juridiction habituellement la plus proche, donc celle de mon pays ou du lieu de la contrefaçon, et donc peut-être de mon pays. Si j'ai un siège social en tant qu'entreprise au Cameroun, j'irai au Cameroun devant les juridictions camerounaises. Mais le problème, c'est que il faudrait que j'ai un exéquatur national qui me permette d'aller appliquer la décision dans d'autres pays. Donc on a ce problème de sécurité, un problème d'existence d'un espace judiciaire qui devrait normalement répondre à l'espace du titre, en fait. Donc, on a un titre régional qui n'est pas bien mis en œuvre parce qu'on n'a pas d'espace judiciaire pour pouvoir l'implémenter. Première chose. Ensuite, on a aussi un problème de sous-région économique. Un droit de propriété intellectuelle, il faut le mettre en œuvre. On a un paquet de droits, reproduction, etc. Il faut donc passer par la voie contractuelle. Et aujourd'hui, on a plusieurs sous-régions économiques comme la CEMAC ou la CEDEAO qui viennent encore déconstruire l'espace territorial du titre. Donc, le titre, en fait, quand j'ai besoin le produit doit circuler. Une fois qu'il il est produit, il doit circuler dans un espace unique. Et il va se heurter du fait des sous-régions économiques aux frontières d'autres pays. Donc, ça pose un problème de mise en œuvre du droit. Et la question, je peux aller plus loin et parler, par exemple, du droit du numérique. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a le e-commerce qui se développe aussi dans ces espaces, comme partout. Et donc, on a là encore une nationalisation des règles des règles de contentieuses ou de règlement de conflits sans harmonisation. Alors qu'on sait très bien que les droits des marques et le droit d'auteur peuvent faire l'objet de contrefaçons sur l'espace numérique. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour résoudre les problèmes? Là encore, il n'y a pas de solution OAPI. Donc, est-ce que l'OHADA va nous permettre de résoudre le problème? Donc, si je fais l'état de lieu et ce que dit Ioni, on a une convention commune qui dit nous nous ressemblons, nous avons des points communs, nous visons tous l'uniformisation, nous avons des points communs. Donc, on peut y aller, on peut espérer à se retrouver et à pouvoir aller plus loin que ces éléments-là. Aujourd'hui, nous avons des actes uniformes. Et quand on regarde les actes uniformes, il y en a qui sont quand même bien. On dit droit de propriété intellectuelle, le titre fait l'objet de titrisation, quoi. Le bien intellectuel, quand j'ai un titre, je peux faire un apport en société, etc. Donc là, ça se passe plutôt bien. Par contre, est-ce que au niveau, je peux le dire aussi, au niveau, par exemple, des insuffisances, elle a dit du droit matériel OAPI qui est insuffisant parce qu'il fait parfois des renvois au droit national, etc., et des renvois au droit uniforme au OHADA. Tant mieux, l'OHADA apporte une solution et va pouvoir baliser la situation. Mais il y a un problème au niveau des procédures ou aussi au niveau surtout de la compétence de la CCJA. Je ne vais pas rentrer, on n'a pas de juridiction commune au API, donc régionale. Est-ce que la CCJA va pouvoir avoir une compétence au API pour pouvoir être un peu cette CJUE que nous avons dans l'Union européenne et pouvoir donc banaliser et nous permettre d'aboutir à une harmonisation de la jurisprudence? Je pense que oui, la CCJA peut valablement avoir cette compétence au API et que on peut y aller, même si elle aussi elle a beaucoup de problématiques. Je pense que c'est la réponse qu'on peut apporter, bien que la jurisprudence, la doctrine au API ne soit pas, ou propriété intellectuelle de l'espace, ne soit pas trop en faveur d'une extension de la compétence de la propriété intellectuelle à la CCJA.
Et les arguments souvent avancés étant du fait que la CCJ a ses propres problèmes et elle a beaucoup, elle est un peu comme un cimetière des métiers, des dossiers, c'est-à-dire qu'il y avait cette difficulté parfois à rendre les décisions facilement, problème de délai. Donc moi je pense que non, nous pensons que non, la CCJ peut valablement avoir cette compétence concernant la propriété intellectuelle pour pouvoir effectivement avoir baliser et centraliser et harmoniser la jurisprudence concernant la propriété intellectuelle. Alors, pour aller plus rapidement, je rejoins ce qu'elle a dit tout à l'heure, la première intervenante, par rapport aux procédures. Parce que il va falloir peut-être, contrairement à toi, travailler sur une harmonisation, une uniformisation des procédures. Et donc, la volonté politique, c'est ce qui compte, en fait. Et il faut aller la chercher. Et je pense que rien n'est impossible quand on a la volonté politique et que c'est les États qui doivent prendre conscience des enjeux aujourd'hui. Les enjeux, c'est les grands regroupements. Plus un territoire est fort, ou un titre est banalisé avec une sécurité judiciaire, il y a une attractivité économique et que l'objectif, c'est le développement. Donc cet objectif, et on vient de le dire en introduction, je pense que l'OHADA peut, avec cette extension, peut ouvrir les champs, mais il faudrait qu'elle travaille aussi, puisque on voit bien que les actes uniformes résolvent le problème, mais il va falloir peut-être qu'elle revoie, qu'elle mette en place de nouveaux actes uniformes pour pouvoir asseoir les autres problèmes tels que le numérique ou peut-être le RGPD, les données personnelles aussi qui rentrent aujourd'hui en jeu. Voilà. Merci beaucoup Aline et Yoni. Alors, dans votre présentation, je crois vous terminez sur la volonté politique. Et moi, c'était précisément sur ce point que j'avais prévu de vous faire réagir. Parce que n'y a-t-il pas derrière cet accord de coopération un grand coup de communication très cosmétique, à savoir comment dire que la méthode d'intégration est similaire, alors que dans un cas, et vous le relevez très justement, l'OAPI ambitionne d'harmoniser sans avoir une juridiction pour s'assurer que la règle de droit, les accords de Bangui, sont interprétés de manière uniforme par l'ensemble des États membres de l'OAPI. Est-ce que là n'est pas le problème cardinal qui bloque toute possibilité de rapprochement effectif entre les deux? Alors, si j'ai bien compris, je vais vous reformuler, c'est de se dire, est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique à se rapprocher tous les deux? Moi, je pense que oui. Je pense que il faut être objectif, plutôt positif, par contre, pas négatif. Et je pense que s'ils ont déjà eu conscience, ils ont déjà fait un pas en avant en reconnaissant leurs atouts, du moins leurs ressemblances, ils peuvent encore aller plus loin. Et c'est vrai que en Afrique, on a souvent l'impression dans l'espace africain de voir beaucoup d'organisations qui s'empilent les unes sur les autres, alors même qu'on peut simplifier et centraliser. Donc, je pense qu'il y a un espoir et que l'objectif de ce colloque, c'est vraiment de l'espoir, quoi. C'est de se dire que l'OHADA peut aussi avancer vers de nouveaux champs. Et c'est à chacun d'entre nous, aux États, et peut-être aussi à l'OHADA de faire un peu le job et le service après-vente. Je pense que c'est possible. Moi, je le souhaite. Mais entre l'espoir et la lucidité, c'est précisément là où on se positionne. Est-ce que l'OAPI, parce que c'est ça qui interpelle, pour ne pas avoir prévu de cours de justice de l'OAPI, est-ce que là, on n'a pas finalement une difficulté à résoudre au préalable au niveau de l'OAPI? Parce que l'OAPI, et vous l'avez dit, la doctrine des OAPistes, en général, n'est pas favorable. Et on peut concevoir qu'ils veulent défendre une spécificité, notamment lorsqu'on arrive sur des contentieux très techniques comme le contentieux des brevets. Sauf que précisément eux-mêmes ne vont pas au bout de leur spécificité en ne se donnant pas les moyens d'avoir une juridiction uniforme pour défendre, dans le sens de leurs intérêts, cette interprétation et cette implication uniforme de la règle.
Je suis d'accord, mais en fait, on ne comprend pas pourquoi l'OAPI n'a jamais mis en place une juridiction commune, puisque le siège de l'OAPI est à Yaoundé, elle centralise déjà les procédures. Elle aurait pu au moins penser à... Non, ça n'a jamais évolué, et je suis désolée de le dire, et je le reconnais. On ne sait pas pour ce qui bloque, en fait, par rapport à cette juridiction commune. Après, aujourd'hui, nous pensons à l'extension du droit au WADA. Et on se dit peut-être que la solution serait donc, au lieu de créer une juridiction commune indépendante, parce que s'il en existait une, ça aurait été peut-être encore plus compliqué d'étendre les compétences à l'OADA, mais de penser aujourd'hui, et qu'il est urgent de penser à créer cette juridiction, ou du moins à rattacher la compétence, cette compétence à la CCJA. Parce que le problème aujourd'hui, c'est cette harmonisation de la jurisprudence et l'efficacité des décisions de justice qui fait que ça bride un peu l'attractivité de l'espace OAPI même. C'est-à-dire qu'on voit des titres de barrage, dont beaucoup de personnes ont des titres de propriété, par exemple industrielle en brevet, en marque, mais n'exploitent pas sur place. Donc on a des titres de barrage et on ne vient pas exploiter, effectivement, parce qu'on a peur. En fait, on n'a pas confiance au système et parce que nous pensons, de tous les cas, Léonie et moi pensons que cette confiance au système passe par la mise en place d'une juridiction ou de cet élargissement de la compétence OAPI à l'OADA pour avoir ces clartés du point de vue des investisseurs. Léonie. Oui. Alors, pour être un peu plus spécialiste des droits occidentaux en propriété intellectuelle, je pense qu'on peut rapprocher ce débat du débat concernant la CJUE et l'harmonisation du droit des brevets, qui a aussi pris bien 40 ans quand même. Voilà, c'est la première fois qu'on a enfin un tribunal commun pour les litiges en droit des brevets. Et je pense qu'on est exactement sur les mêmes réflexions aujourd'hui concernant l'OAPI. En fait, ce qui bloque, c'est la PLA. C'est pas le droit des brevets, je pense. C'est parce que les droits de propriété industrielle, on peut aisément les interpréter comme étant une branche du droit des affaires, alors que la propriété littéraire et artistique, ce n'est pas du droit des affaires, en tout cas parce que le droit de l'OAPI, c'est un petit peu l'héritage des droits romano-germaniques, c'est-à-dire une approche personnaliste du droit d'auteur, contrairement au droit du copyright, qui est plus, là, pour le coup, c'est un vrai droit des affaires. Et donc, je pense qu'on est sur ces problématiques-là. C'est la propriété littéraire et artistique qui pose problème. Parce qu'on peut difficilement la rattacher au droit des affaires. Et alors, du coup, ne serait-il pas très simple, finalement sur une initiative unilatérale de l'OADA, d'adopter un acte uniforme portant droit de la propriété industrielle, par lequel l'OADA ferait sienne les règles de droit de propriété industrielle de l'OAPI, disant pour l'enregistrement de ces droits, l'OAPI. En revanche, nous, OADA, nous nous estimons comme ayant juridiction supranationale pour, in fine, connaître des contentieux touchant à l'application, la violation et la défense des droits de propriété industrielle. Alors, juste pour le regard occidental, encore une fois, rien ne s'y oppose. C'est ce qu'a fait la CJUE pour harmoniser la propriété intellectuelle dans l'Union européenne. Maintenant, concernant les spécificités des États africains, je laisse Aline peut-être dire un mot. Alors, non, moi, je ne trouve pas... Tout va partir d'une discussion. On vient de vous montrer une cartographie dans laquelle l'ensemble des pays membres de l'OAPI sont quasiment membres de l'OADA. Donc, je pense que c'est une discussion qui peut se faire en interne dans l'OADA, mais comme partenaire avec l'OAPI aussi, en tant qu'organisation. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. L'objectif des deux organisations, c'est le développement. Parce que quand on regarde l'histoire de la création de l'OAPI, en 1961, quand les pays membres obtiennent l'indépendance, ils s'organisent et c'était un peu inédit pour l'époque d'avoir cette idée d'avoir une organisation unique
avec une centralisation, avec une uniformisation du droit. C'était inédit, mais l'objectif des pères fondateurs, c'était bien le développement. Et je pense que rien que sur cet aspect-là, les deux organisations se rejoignent aisément. Et donc, comme elles intègrent, les États sont en dehors du cas spécifique de la Mauritanie et de la République démocratique du Congo, les questions, toutes, ça ne ferme la porte à aucune question, en fait, en discussion interne. Après, j'en reviens à dire que le problème en Afrique, c'est les organisations internationales sont pléthores, elles sont sous-régionales. On a l'UA, on a l'UMOA, on a la CEDEAO. On a cette pratique d'avoir plusieurs organisations sous-régionales, régionales qui s'intèrent. En fait, on ne comprend pas, ça redistribue, ça recrée des frontières entre elles, etc. C'est une question peut-être de culture à changer. À évoluer et que rien n'est impossible de mon point de vue. Et donc, pour moi, on en parle, il y a une doctrine qui existe et qui a essayé de se positionner par rapport à la question de cette Cour de justice. Tout le monde sait aujourd'hui, en tant que praticien dans l'OAPI, pour la propriété intellectuelle, qu'on a besoin de cette cette juridiction et que peut-être l'OADA sera... Pour notre part, l'OADA peut être facilité rapidement, cette mise en place, parce qu'il y a déjà une Cour de justice communautaire qui existe et qui intègre les pays membres de l'OAPI pour l'essentiel.